On peut peut-être commencer. Je te laisse, Benoît, continuer d'admettre les gens pendant que je commence. Donc, du coup, bienvenue à toutes et tous pour ce webinaire de la Fabrique des transitions intitulé Renouveler le diagnostic territorial. Je précise d'entrée de jeu en introduction, comme vous l'avez peut-être entendu, que ce webinaire est enregistré et qui sera rediffusé sur la chaîne YouTube de la Fabrique des transitions. Donc, si vous ne souhaitez pas être filmé, n'hésitez pas à éteindre vos caméras. Et donc, pour commencer, je me présente, je suis Irvina Marchal, chargée de l'animation et de la communication à la Fabrique des Transitions. Et vu qu'on est nombreux, on va commencer par un petit sondage dans le chat pour connaître un petit peu vos motivations à participer à ce temps, que Benoît, je te laisse également lancer. Et ensuite, je laisserai justement la parole à Benoît Nenner, qui est chef de projet à la Fabrique des Transitions, pour parler du diagnostic sensible. Et ensuite, ce sera Frédéric Haas, consultant en transition écologique et résilience territoriale, qui nous présentera le diagnostic 360 de résilience territoriale. Ces deux présentations devraient durer à peu près une quarantaine de minutes, 20 minutes par présentation. Et ensuite, l'idée, c'est surtout d'échanger avec vous sur la manière dont bah, ces deux approches complémentaires peuvent répondre à vos enjeux. Et donc, on a prévu une petite demi-heure d'échange en fin de webinaire. Alors, ce qu'on avait en revanche pas prévu, c'est que vous serez aussi nombreux. On va voir au fur et à mesure des gens qui se connectent. Donc, vous pourrez peut-être pas tous prendre la parole, mais c'est pour ça qu'on va aussi lancer quelques sondages dans le chat. Et n'hésitez pas non plus à laisser vos questions, contributions dans le chat. On essaiera de s'en faire le relais. Voilà, donc sans plus attendre, Benoît Nenner, je te laisse la parole pour nous parler du diagnostic sensible. Et je suivrai aussi avec un deuxième petit sondage sur le diagnostic sensible. Hop, Benoît, je te laisse la parole. Tu me dis pour le passage des slides aussi, si besoin. Ouais, merci Irvina. Bonjour à toutes et à tous. Au nom de la Fabrique des Transitions, on est très heureux de vous accueillir et de vous voir si nombreux à ce webinaire. Parce que pour le moment, il y a une quarantaine, on est une quarantaine, mais on avait plus de 90 inscrits, donc il y aura peut-être encore d'autres personnes qui vont se joindre à nous. Et parmi vous, en fait, il y a des personnes qui connaissent la Fabrique des Transitions, d'autres qui la connaissent peut-être un peu moins puisqu'il y en a certaines qui sont alliées de la Fabrique des Transitions, d'autres partenaires, d'autres qui découvrent peut-être. Donc, deux mots très rapides pour introduire la Fabrique des Transitions. La Fabrique des Transitions, c'est une association et c'est une alliance. C'est une association, donc une petite équipe salariée qui existe depuis 5 ans maintenant, qui développe et qui anime donc une alliance d'acteurs pour engager, orienter les territoires dans la transition écologique, outiller les acteurs locaux pour les aider à piloter des démarches démocratiques, territorialisées, de conduite de changement, et puis dans un objectif de mettre toutes ces expériences en lien pour faire système. Donc, voilà, aujourd'hui, la Fabrique des Transitions, c'est une alliance de plus de 500 organisations de tout type, des collectivités, des réseaux d'acteurs sur les grandes thématiques de la transition, l'énergie, la mobilité, l'alimentation, des associations de professionnels, des bureaux d'études, de consultants, des centres de recherche, de formation, des universités, des entreprises, des médias, bref, tous les acteurs socio-économiques et puis, il y a aussi des personnes qui soutiennent et qui sont alliées de la Fabrique des Transitions à titre personnel. Il y a plus de 1000 de 1000 personnes dans ce cas. Voilà. Et donc, pour résumer ce qu'est la Fabrique, c'est donc une alliance d'acteurs qui sont réunis par une charte. Vous avez eu peut-être pour certains l'occasion de découvrir cette charte en vous inscrivant aussi à ce webinaire et de la signer si vous en partagez les valeurs. Mais cette charte, elle est importante parce que finalement, c'est ce qui fait le socle de la fabrique et qui permet de constituer une communauté
pour venir enrichir un patrimoine commun, pour mettre ce patrimoine au service des transformations, de proposer évidemment ensemble des changements de modèle et de favoriser le développement d'une ingénierie de conduite de changement systémique qui est l'approche de la fabrique des transitions. Voilà en quelques mots ce qu'est la fabrique. On pourra évidemment approfondir si vous le souhaitez dans les temps d'échange et puis dans d'autres temps qui viendront aussi après ce webinaire. Irvina vous en reparlera à la fin de notre réunion. Irvina, je veux bien commencer sur donc, la présentation du diagnostic sensible. Le diagnostic sensible, où on parle aussi d'analyse sensible. Voilà, le vocabulaire n'est pas forcément stabilisé, ou en tout cas il peut varier, mais peu importe. En fait, c'est un outil, c'est une méthode qui a été développée par la Fabrique des Transitions et ses alliés depuis maintenant plus de 5 ans, développée et mise en œuvre. Et c'est une méthode originale en ce sens qu'elle vient, elle part déjà d'un besoin qui est de se dire que sur les territoires, sur les collectivités territoriales, il y a énormément de différentes méthodologies de diagnostic territorial et que la plupart de ces diagnostics sont soit très thématiques, très ciblées, soit très techniques et pour la plupart assez quantitatives aussi. Et donc, le diagnostic sensible, lui, il vise à avoir une autre approche du territoire, notamment au travers du regard qu'on peut porter sur sa capacité à porter et à piloter les transitions. Donc, c'est pas un diagnostic quantitatif, c'est pas un diagnostic technique, c'est pas, on vient pas collecter des données, même si évidemment tout cela se fait en lien avec les diagnostics qui ont déjà pu être effectués sur un territoire. J'y reviendrai après. C'est pas non plus un diagnostic, un audit d'organisation ou de gouvernance au sens formel du terme, mais on va voir qu'on va aborder un petit peu quand même tous ces éléments. Donc, si on veut résumer en fait l'intention du diagnostic sensible, c'est de voir comment en fait le territoire et ses acteurs se positionnent par rapport à un certain nombre d'éléments clés pour amorcer alors une transformation qu'on peut appeler transition écologique, qu'on peut appeler adaptation, qu'on peut appeler redirection. J'y reviendrai après en ce qui concerne le cadre, mais l'idée derrière, c'est également, au travers de cette analyse, de pouvoir mobiliser les acteurs du territoire. Et on le verra dans les effets que ça produit. Le diagnostic sensible joue un rôle clé pour permettre de mobiliser, d'embarquer, d'impliquer un écosystème participatif d'acteurs. Et puis l'autre élément en termes de visée du diagnostic sensible, c'est aussi de pouvoir permettre au territoire de préciser sa demande d'accompagnement. C'est-à-dire que le diagnostic sensible, il est pas, voilà, il répond à un besoin, il répond à une demande, j'y reviendrai après. Cette demande, généralement, elle se fait dans un cadre un peu plus large, qui peut être un dispositif d'accompagnement de différentes natures. Et le diagnostic sensible va permettre de pouvoir aider, soutenir le territoire à préciser finalement son besoin, ses attentes et sa trajectoire. Alors, derrière ce diagnostic sensible, dans quel cadre on le réalise? Irvina, si tu peux passer au stade suivant. Oui, pardon. En lien quand même avec ce que je viens de dire par rapport aux intentions, je l'aborde tout de suite. C'est que c'est une démarche qui nécessite une posture particulière. Euh, et cette posture, elle est évidemment clé dans la réussite de la démarche. La posture qui est celle du diagnostiqueur ou de la diagnostiqueuse qui intervient sur les territoires, c'est celle d'abord d'un tiers extérieur. Ça, c'est un élément essentiel
qui on va le voir, jouent un rôle très fort dans les effets que ça peut produire. L'autre élément, c'est que dans la posture, l'objectif, c'est de créer un cadre de confiance et de sécurité. On le verra après dans le déroulé de la démarche que je vais vous présenter après. Euh, on va mener des entretiens. Ce ne sont pas des interviews, ce sont des entretiens. Et un des éléments clés, c'est de garantir l'anonymat des personnes qu'on a vues en entretien. Généralement, en entretien, c'est en face à face. Alors, il peut y avoir plusieurs personnes qui participent à l'entretien. Ça dépend aussi du contexte. Il y a une certaine souplesse dans la méthode. Ces entretiens, ils sont menés sur la base d'une écoute active. Et l'objectif, c'est d'avoir un dialogue. Donc, il y a un canevas pour mener l'entretien, qui là aussi est adapté en fonction du contexte, des besoins, de la visée. Mais l'essentiel, c'est l'écoute active de la personne qu'on a en face de nous. Ça nécessite, le diagnostic sensible, c'est une démarche qui nécessite aussi beaucoup de diplomatie, parce que, comme son nom l'indique, on vient toucher des choses qui sont liées en fait euh, aux enjeux politiques, au sens noble du terme, du territoire. Et donc, euh, on est parfois amené à révéler, soulever, mettre sur la table un certain nombre de sujets qui ne vont pas forcément plaire à certains acteurs, tout particulièrement peut-être aux élus du territoire concerné. Et donc, on a besoin d'une approche très diplomate en ce qui concerne à la fois la façon de mettre les sujets sur la table, de les amener, mais aussi de les restituer, on le verra après. Et puis donc, je l'ai cité, l'aspect confidentiel qui va de pair aussi avec l'anonymat euh, est un élément clé. Le rapport de diagnostic sensible n'est remis qu'au territoire, qu'à la collectivité, charge ensuite à l'exécutif de décider la façon dont il veut le diffuser, l'utiliser. Quelques mots donc sur le cadre de référence. Le cadre de référence, en fait, il est très important parce que le diagnostic sensible, la fabrique des transitions, on l'a conçu sur la base, en fait, d'un socle méthodologique issu de toute l'histoire de la fabrique des transitions. Donc, je ne peux pas y revenir en détail, mais si je cite quand même ce qu'on a appelé le code source de Los Angoel. Vous savez peut-être que la fabrique des transitions a été cofondée par Jean-François Caron, ancien maire de Los Angoel, qui est une des communes phares dans le monde de la transition en France depuis maintenant plus de 20 ans. Et l'objectif, ça a été de poser cette méthode en partant de ce fameux code source qui, par la suite, a permis de constituer, pardon, ce qu'on appelle les quatre principes fondamentaux de la conduite du changement systémique. Donc, c'est ces quatre principes que vous voyez sur la droite de la diapositive. Ces quatre principes, ils sont également indissociables et ils sont liés en fait à un autre élément de notre méthodologie qu'on appelle les quatre fantastiques. Les quatre fantastiques, en fait, c'est notre façon de symboliser les quatre grandes typologies d'acteurs d'un territoire et acteurs qui sont mobilisés dans le cadre donc d'un diagnostic sensible. À chaque fois qu'on réalise un diagnostic sensible, on va venir solliciter ces quatre typologies d'acteurs. Et tout le travail, en fait, après la collecte, évidemment, des éléments au travers des entretiens, va consister, en fait, à analyser ce qu'on a appelé trois cadres essentiels: le cadre de pensée, le cadre d'organisation et le cadre d'action, en fait, de ces acteurs sur leur territoire. La façon dont ils coopèrent, la façon dont ils interagissent les uns avec les autres, la façon dont ils perçoivent la transition ou la transformation, qu'est-ce que c'est pour eux, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça vient soulever, sur quoi ils peuvent s'appuyer, leurs forces, leurs faiblesses,
et puis également la façon dont ils s'organisent et dont ils agissent très concrètement sur les différents aspects de la transition. Donc, c'est le cadre de notre intervention. C'est important de le rappeler. Ce cadre, il vient s'enrichir aussi au fur et à mesure en fonction de tous nos travaux. Vous l'avez vu, la Fabrique des Transitions, c'est une alliance qui bouge, qui évolue. Et ce travail avec tous nos alliés, en fait, il nous permet d'enrichir notre méthodologie, nos outils. Et on peut citer aussi dans le cadre des références les 5 dimensions de la mise en récit qui sont issues, là encore, d'un travail en commun de tous les alliés de la Fabrique des Transitions. Et puis, évidemment, en filigrane, tout ça se fait avec en tête que on se base sur une définition de la transition écologique qui a pour caractéristique de se concevoir comme étant non pas une série d'ajustements techniques, voire technologiques à la marge, mais qui consiste bien en un changement de modèle radical euh, de nos modèles économiques, de nos modèles sociaux, de nos modèles politiques, institutionnels, et donc finalement de notre conception de notre cadre de vie aujourd'hui. Voilà pour le cadre de référence. Maintenant, quelques mots sur la façon dont on met en œuvre cette démarche de diagnostic sensible. Quelles sont les grandes étapes qui sont à dérouler? Euh, il y a un élément essentiel pour démarrer, c'est d'abord de bien qualifier le besoin. Si les intentions, les objectifs, la finalité du diagnostic sensible sont standards, ce sont celles que j'ai présentées au début, bien évidemment, on s'adapte ensuite au contexte spécifique d'un territoire. Et donc, cela nécessite de prendre en compte un certain nombre d'éléments et cela nécessite surtout, et ça c'est vraiment essentiel, euh, de faire en sorte que cette démarche, elle soit portée politiquement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réaliser un diagnostic sensible dans de bonnes conditions si l'exécutif de la collectivité territoriale concernée, quelle que soit son échelle, n'est pas directement impliqué, convaincu et moteur dans la mise en œuvre de cette démarche. Donc c'est pour ça que la phase amont de cadrage et d'embarquement avec l'exécutif de la collectivité du territoire concerné est essentielle. Et une fois qu'on a sécurisé, j'allais dire, cette démarche, eh bien, on peut ensuite démarrer. Donc, il y a toute une phase préparatoire euh, dont l'élément essentiel, c'est la cartographie des acteurs. Vous l'avez vu, les 4 fantastiques, en fait, on va aller identifier euh, dans ces 4 typologies d'acteurs, en fait, un certain nombre de représentants de ces typologies d'acteurs que l'on va pouvoir voir en entretien. Et donc là, c'est un travail très important aussi qui est mené d'ailleurs avec la collectivité qui bah, voilà, fait l'objet de discussions contradictoires, d'allers-retours, parce que l'objectif, c'est pas d'avoir évidemment une représentation exhaustive et parfaite du territoire, mais quand même de s'assurer que l'on a une représentativité des différentes catégories d'acteurs, que ce soit au niveau des élus, des agents de la collectivité, de l'ensemble des acteurs socio-économiques et donc des représentants aussi de l'État territorial. Cette phase de préparation, elle nécessite aussi pour la personne qui mène le diagnostic, de s'intéresser évidemment à ce qu'est le territoire en amont, de ne pas le découvrir complètement, et de s'intéresser aussi aux autres diagnostics qui ont pu être déjà faits, et de tenir compte aussi évidemment de toutes les démarches, projets, initiatives qui sont déjà lancées sur le territoire. Voilà les clés d'une bonne préparation. Ensuite, une fois que la liste des personnes à voir en entretien est cadrée, eh bien, ces entretiens se déroulent.
je vous l'ai dit, en face à face. Et puis vient ensuite le temps de l'analyse et de la synthèse. Donc, en règle générale, tout dépend de la taille du territoire, mais il y a environ on va dire entre 20 et 30 entretiens qui sont menés. Là aussi, ça peut varier en fonction de la taille du territoire, des besoins qu'on a identifiés au départ. Donc, ça nécessite un gros travail d'analyse et de synthèse et qui doit mener à l'établissement d'un rapport. Et ce rapport, ensuite, évidemment, il va être remis à la collectivité territoriale. Il fait l'objet de différentes étapes. D'abord, il y a un premier échange avec ce qu'on appelle les techniciens, les agents de la collectivité, le service qui a porté la démarche, avant de le présenter aux élus dans ce qu'on appelle le moment de pré-restitution. Ce moment de pré-restitution, il est essentiel parce qu'il permet en fait de venir présenter les grandes lignes de l'analyse, de la synthèse, et de venir s'assurer que le travail, d'une part, n'est pas complètement à côté de la plaque, bien sûr, par rapport à des éléments et des conclusions qui auraient pu être tirés, et donc d'avoir un débat contradictoire par rapport à ça, mais aussi et surtout de s'assurer que euh, le travail ne met pas en difficulté l'équipe de la collectivité. Ça ne veut pas dire que on ne se permet pas de dire des choses. Par contre, c'est la façon de les dire qui va être essentielle. Et une fois cette phase de pré-restitution passée, on va pouvoir, à ce moment-là, engager une phase de restitution plus large auprès d'un public qui est à minima l'ensemble des personnes qui ont été vues en entretien et qui peut être ensuite élargi à d'autres acteurs du territoire, là en fonction, encore une fois, des souhaits et du contexte du territoire. Et puis après, il y a une phase de suivi, bien sûr, pour voir un peu comment le territoire, les acteurs du territoire se sont emparés de ce diagnostic sensible, qu'est-ce qu'ils en ont fait et qu'est-ce que ça a permis de bouger. Et j'en viens donc, pour conclure, en fait, à- à une rapide présentation de ce que peut produire un diagnostic sensible. Et donc là, ça vient en fait, ce que je vais vous dire là, ça vient de l'expérience de la Fabrique des Transitions. Donc depuis plus de 5 ans, on a eu l'occasion de pouvoir mener plus d'une centaine de diagnostics sensibles, donc avec à chaque fois au minimum donc 20, 30, 30 acteurs en entretien. Donc ça commence à faire un certain nombre de personnes et de cas de figure. Et il y a des choses qui reviennent. Donc là, vous voyez sur la diapositive, on a mis des verbatims en fait qui proviennent des acteurs des territoires auprès desquels on a mené donc cette démarche. Mais pour les résumer, je vous laisse les découvrir. Mais en fait, pour les résumer, le diagnostic sensible, il a une force à mobiliser, bouger les acteurs. Ça, ça revient systématiquement. Alors, ça remue, parfois, ça peut créer des petites perturbations, et c'est pour ça que la diplomatie est essentielle. Mais au final, ça vient finalement et ça, c'est lié à la posture de tiers extérieur, et comme le dit un des verbatim, de venir exprimer ce que finalement, euh, des choses qui sont peut-être déjà plus ou moins connues, mais en tout cas qui ne sont pas partagées. Et donc là, ça crée un socle en fait commun qui peut servir à l'ensemble des acteurs du territoire, quelles que soient leurs tendances, leurs opinions, mais en tout cas, c'est un socle commun qui permet ensuite de poser une démarche sur la base finalement d'une vision synthétique, des points forts, des points faibles du territoire, des points qu'on appelle plutôt des points de fragilité, et qui permet aussi de s'appuyer sur des propositions, des suggestions. Alors on appelle ça des recommandations, ça n'a pas valeur de prescription, mais en tout cas de ce qui nous semble être les éléments importants sur lesquels le territoire peut s'appuyer pour ensuite lancer sa démarche de transformation.
Voilà, je vais pas être plus long parce que c'est important aussi qu'on prenne le temps de découvrir l'autre volet d'une autre méthode qui est celle du Diag 360 que va vous présenter Frédéric. Et ce que je voulais juste dire avant de passer la parole à Frédéric, c'est que justement, ce webinaire d'aujourd'hui, il illustre parfaitement la façon dont la fabrique des transitions, en fait, fait évoluer son référentiel, ses outils, sur la base d'un travail commun avec les alliés. Et Frédéric, tu en es un. Et donc, l'objectif, c'est bien aujourd'hui de commencer à poser la façon dont on va pouvoir articuler ces différents types de diagnostics. Merci pour votre attention et Frédéric, je te passe la parole. Merci beaucoup Benoît. Bonjour à toutes et à tous. Je vais partager mon écran si Irvina, ouais, merci. Hop, normalement vous devez voir mon écran. Si c'est pas le cas, dites-le moi. Ravi de rejoindre ce webinaire qu'organisé avec Irvina et Benoît. Parce qu'effectivement, en discutant de nos différentes approches, on s'est vu qu'il y avait pas mal de complémentarité et de convergence avec une philosophie qui est très proche, même si la mise en œuvre méthodologique peut varier. Donc ravi de faire des ponts et de voir comment l'un ou l'autre, l'un et l'autre peuvent s'appliquer dans vos projets et dans vos territoires. Je vais prendre effectivement 15-20 minutes max pour vous présenter très succinctement le diagnostic 360 et puis ensuite libre aux échanges pour apporter des précisions et parler éventuellement de cas d'usage. Le diagnostic 360 degrés de la résilience territoriale, c'est donc une démarche associative qui remonte à quelques années et qui s'est concrétisée cette année avec la publication de cette plateforme que vous voyez, donc diac360.org, qui naît d'une double ambition, celle de démocratiser et de diffuser le plus largement possible le concept de résilience territoriale et d'aider les décideurs locaux, de les outiller pour pouvoir amorcer ou amplifier des démarches dans ce sens. Le point de départ, il est assez connu, je pense, de vous tous et de vous toutes. C'est le fait que il devient difficile aujourd'hui, dans un contexte de plus en plus mouvant, de se projeter vers l'avenir, de dérouler des projets avec une certaine stabilité, qu'il y a de plus en plus de temps et d'énergie qui sont consacrés à la réaction aux crises, que on est les témoins d'une crise qui est systémique, complexe, incertaine, volatile et que dans ce contexte-là, malgré toutes nos bonnes volontés et notre bonne organisation, mettre en œuvre la transition écologique, c'est pas si facile. Et que donc une nouvelle approche, une nouvelle lecture du territoire peut être intéressante pour réussir à naviguer dans ces eaux troubles. Et c'est ce que propose le concept de résilience territoriale qui a bien émergé en réaction au Covid, mais qui a, je trouve, eu du mal à se concrétiser, à devenir opérationnel à l'échelle des collectivités territoriales. D'où le développement de cet outil. Euh, notre souhait, c'est de démocratiser ce concept, donc déjà en le dotant d'une définition claire et pédagogique qui permette à tout un chacun de comprendre de quoi on parle. Pour nous, donc, la résilience territoriale, qui est un concept assez plastique qu'on peut associer à différents domaines d'études, lorsqu'on l'applique au territoire, c'est finalement la capacité du territoire à répondre aux besoins de ses habitants, quel que soit le contexte. C'est bien la raison finalement pour laquelle on vote pour des citoyens, pour nous représenter, c'est qu'ils puissent répondre à nos besoins de logement, à nos besoins de cohésion sociale, à nos besoins de sécurité. Et donc, finalement, en sortant d'une logique de gestion des risques, où on va considérer l'aléa climatique, on va considérer le risque Céveso, on va considérer le risque social, où en fait on considère qu'il y a trop de confusion, trop d'effets en cascade, trop d'imbrication entre ces crises et ces risques, et que donc on peut se préparer face à un risque, mais on n'arrivera pas à se préparer face à l'ensemble des risques dans leur grande diversité et leur combinaison, et que donc il faut mieux s'intéresser à nos fonctions clés et à notre capacité à assurer ces fonctions clés, à répondre aux besoins des habitants, quel que soit le contexte, et à être en capacité de rebondir lorsque on se prend des chocs et que forcément les digues qu'on avait prévues ont pu sauter. C'est là où on distingue d'ailleurs la résilience de la robustesse, c'est que la robustesse, ça va être ériger les digues suffisamment hautes pour que la crise ne nous submerge pas. La résilience, ça va être à la fois
de construire ces digues, mais aussi d'être en capacité de réagir et de rebondir et de se transformer lorsque ces digues cèdent. Une définition claire, elle passe aussi par une structure la plus claire possible, c'est celle que je vous présente ici à l'écran. C'est donc d'organiser un outil qui permette d'évaluer la résilience du territoire autour de ses besoins. Et donc d'avoir une lecture très évocatrice, très percutante, qui soit accessible pour tous les citoyens et toutes celles et ceux qui ont envie de s'intéresser au sujet. On a donc cette entrée par les besoins qui mixe donc des besoins qui sont tangibles et puis des besoins plus immatériels. Je parlais de la cohésion sociale, on pourrait évoquer le lien là avec la nature. On a aussi une représentation par type d'objectif, parce que pour nous, la résilience, ça va être à la fois la capacité de répondre aux besoins des habitants aujourd'hui, donc le plancher social de l'économie du donut, mais aussi le respect des limites planétaires, et donc la capacité à répondre aux besoins des générations futures, un objectif de soutenabilité, et en même temps un objectif de gestion et de prévention des crises lorsqu'elles surviennent en écho de ce que je viens de vous raconter. Le fonctionnement de l'outil, effectivement, donc là c'est une différence méthodologique nette avec le diagnostic sensible. C'est d'avoir une approche essentiellement quantitative, une approche chiffrée pour faire un diagnostic objectif. Parce que finalement, c'est un élément clé de notre cahier des charges. C'est en partant du constat que la résilience, c'est ni une obligation réglementaire, ni une compétence au sein des collectivités dans la plupart des cas aujourd'hui. Il fallait qu'on ait un diagnostic qui soit très cadré. Donc il fallait qu'il soit rapide. On parle de diagnostic flash, c'est à peu près une journée de temps humain pour réaliser le diagnostic. C'est un diagnostic qui est donc objectif, qui se fonde sur des indicateurs chiffrés que je vais vous présenter juste après, pour apporter une lecture objective et factuelle de la résilience. C'est un diagnostic accessible avec un site qui se veut très ergonomique, où vous avez un certain nombre de pages ici pour vous expliquer la démarche, les besoins, tous les indicateurs, tout de manière transparente. Et puis vous avez ensuite accès à un compte qui vous explique aussi étape par étape comment réaliser le diagnostic. Et puis enfin, un point important, c'est un diagnostic qui est gratuit pour les collectivités, dans l'objectif que l'argent ne soit pas un frein aux diffusions de la résilience. Je précise qu'il est gratuit pour les collectivités puisqu'on demande une rétribution financière de la part des acteurs qui l'utilisent dans un cadre lucratif. Je pense notamment aux consultants et aux accompagnateurs de territoire. Une rétribution qui doit permettre d'assurer la pérennité et les développements de l'outil et qu'on a fixé aujourd'hui à 500 euros. Maintenant, venons-en à comment fonctionne l'outil. Il y a deux niveaux de diagnostic que je vais vous présenter tout de suite, parce qu'en fait, on a à la fois des indicateurs issus de données en open data et des indicateurs internes qui sont à compléter par la collectivité et ses partenaires à travers une petite enquête. Ces indicateurs, ils sont aujourd'hui tous à l'échelle de l'intercommunalité, dans cette première version du diagnostic 360 en tout cas, parce que c'est une logique assez pragmatique qui est basée sur 3 points. C'est l'échelle à laquelle on a le plus d'indicateurs disponibles, c'est l'échelle qui est la plus proche du bassin de vie, et c'est l'échelle à laquelle se discute une majorité des documents de planification qui ont une influence structurelle à l'échelle des territoires. Néanmoins, on est en relation avec un certain nombre de communes et on aimerait beaucoup le développer à l'échelle communale. Donc n'hésitez pas, s'il y a des communes ici qui ont envie de contribuer à cette déclinaison, à me contacter. Et on est aussi en contact avec des pays, avec des départements, avec des SDIS pour une déclinaison à une échelle supra-intercommunale. Donc pareil, n'hésitez pas à revenir vers moi pour ces déclinaisons ultérieures du diagnostic. Sur les, euh, sur les données ouvertes, donc on a un certain nombre de fournisseurs type INSEE, ANCT, des plateformes open data de l'État, parfois des acteurs associatifs type Shift Project, qui nous fournissent un certain nombre de données et qu'on va réunir ici avec des présentations détaillées par collectivité. Donc il s'agit des indicateurs très divers, vous pouvez vous en douter, puisque la résilience est immensément vaste. Chacun de ces indicateurs, il a été choisi parce qu'il va dire des choses de ses besoins et de ses objectifs de résilience. Donc, je peux prendre un exemple, par exemple, hop, un territoire dans le Morvan. Aujourd'hui, les résultats, ils sont présentés de cette façon-là. Je dis aujourd'hui puisque ça va évoluer dans les semaines et les mois à venir. Euh, on a donc une représentation ce graphique radar qui est un peu l'interface clé. On a aussi une note par type d'objectif. Et puis, quelque chose dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est qu'on a un score par type d'indicateur. Parce qu'on considère, troisième élément de notre définition, que la résilience, c'est à la fois un état de fait lié à des caractéristiques intrinsèques du territoire, mais aussi la résultante d'une action.
Et donc, on peut avoir une influence à l'échelle du mandat sur la résilience de notre territoire. Et donc, on peut suivre l'évolution des indicateurs d'action qui nous permettent de voir, de jauger un peu de notre action. Et puis ensuite, donc on va dérouler sur chacun des besoins, on va avoir un certain nombre d'indicateurs dont on peut avoir le détail ici. Et pour chacun, on va avoir la valeur du territoire, une comparaison avec la valeur médiane ou moyenne de l'ensemble des territoires de France, et puis une note attribuée sur 100. Et c'est là finalement où se trouve le cœur un peu du réacteur du DIAC 360, c'est cette conversion de valeur en note. Parce que la valeur en tant que telle ne nous dit pas grand-chose de la résilience du territoire. Nous, notre job, c'est de l'interpréter, de l'analyser au prisme de la résilience. Et pour ce faire, on a défini pour chaque indicateur des bornes avec des valeurs de référence. Donc une borne inférieure pour une valeur territoriale jugée comme critique d'un point de vue de la résilience et qui donc se traduit en un score de 0 sur 100. Et puis une borne supérieure pour une valeur territoriale jugée satisfaisante d'un point de vue de la résilience et donc un score de 100 sur 100. Et donc on est en capacité de positionner les valeurs de chaque indicateur pour chaque territoire entre ces bornes. Je peux prendre un exemple assez simple, par exemple le taux de précarité énergétique. Donc il y a un indicateur qui va nous parler de notre besoin d'accès à l'énergie, de se loger ou de mobilité, selon qu'on prend sa déclinaison liée à la mobilité. C'est un indicateur pour lequel on a les données pour toutes les intercommunalités ou pour lequel on a défini que le score de 100 sur 100, c'était une valeur égale à zéro, puisque finalement c'est une cible qu'on peut tous avoir, d'avoir aucune précarité énergétique sur notre territoire. Ça veut dire tous nos habitants satisfont leurs besoins de confort thermique et sont aussi plus protégés en cas de crise énergétique comme on le vit par exemple actuellement. Et puis la borne basse, là on a été étudier la valeur médiane des territoires, qui est à peu près à 18%, et on a considéré que si la valeur du territoire était égale à deux fois cette valeur médiane, alors on avait un score de 0 sur 100 et on pouvait juger la résilience comme critique. Je pourrais revenir sur cette construction si vous le souhaitez par la suite. Je voudrais avancer pour laisser du temps aux échanges, je vois qu'il me reste à peu près 5 minutes. Donc la première moitié des indicateurs, ce sont donc ces indicateurs en données ouvertes. Et puis ensuite, on considère que ce pré-diagnostic, ce diagnostic 180, c'est une invitation à aller réaliser un diagnostic 360 parce que on considère que avec 75 indicateurs, c'est quand même malgré tout difficile de porter un regard complet sur la résilience du territoire et que donc il faut prendre ces résultats avec certaines pincettes. Et la réalisation d'un diagnostic 360 avec la complétion d'indicateurs internes va permettre d'avoir une image beaucoup plus fine et beaucoup plus exhaustive de la résilience réelle de votre territoire. Pour ce faire, on vous invite à créer un compte, donc gratuitement pour les collectivités, bien sûr, je le disais. Et donc, je vais vous montrer à quoi ressemble un peu ce compte. Donc là, je prends un compte au hasard d'une collectivité de test. Donc, comme je vous le disais, c'est assez didactique. Pour réaliser votre diagnostic 360 complet, vous allez devoir faire deux choses. Vous allez compléter vos données internes en accédant à ce formulaire où on peut trier toujours les indicateurs par besoin. On peut aussi faire un export Excel si on le souhaite. Et donc, pour chaque besoin, on va avoir certain nombre d'indicateurs. En tout, on en a entre 15 et 30, dont 25 à 50% en données ouvertes. Et pour les indicateurs internes, ils peuvent être de deux types. Ça peut soit être des questions à choix unique, où on va vous interroger sur, par exemple, des documents de planification ou sur l'organisation interne de votre collectivité. Quels sont les moyens, le portage que vous avez sur chacun de ces enjeux. Ou alors, ça va être des données internes, par exemple ici la durée d'autonomie du service d'eau, qui est une donnée exprimée en nombre d'heures pour lesquels on n'a pas de données en open data, mais que votre service en charge de l'eau potable ou le syndicat auquel vous avez délégué la compétence, eux, c'est une donnée assez classique qui pourront vous renseigner. Donc en fait, la mission de la personne qui réalise le DEX 360, ça va être de compléter ces éléments ou d'aller solliciter ses collègues ou ses partenaires pour le renseigner. On peut aussi attribuer un coefficient de pondération sur chacun de ces indicateurs en fonction du degré d'enjeu perçu sur le territoire. Ça permet de nuancer un peu la vision. Et il est aussi possible d'exclure certains indicateurs si vraiment on considère que cet indicateur est absolument pas pertinent par rapport au territoire. Donc on peut exclure jusqu'à 5% des indicateurs. Ça se renseigne automatiquement au fur et à mesure. Et puis l'autre élément, c'est, comme je vous le disais, on peut attribuer un coefficient de pondération sur les indicateurs internes. Donc on doit aussi pouvoir le faire sur les données ouvertes. Donc c'est le deuxième formulaire qui est assez rapide, où là vous retrouvez l'ensemble des indicateurs
en open data et vous pouvez soit les exclure, soit attribuer un coefficient de pondération ou mettre des commentaires si vous le souhaitez. Et donc ça permet de réaliser le diagnostic 360 dont les résultats ils sont présentés aujourd'hui de la façon suivante. En fait, c'est la même chose que pour le diagnostic 180, sauf que ça va être beaucoup plus fin et vous allez pouvoir avoir les résultats pour tous les indicateurs avec la valeur, la comparaison valeur-borne et donc le score associé. Je disais tout à l'heure que c'est la manière dont c'est présenté aujourd'hui parce qu'on est en train de travailler sur de nouveaux visuels qui doivent permettre de dépasser certaines limites liées à la représentation de moyenne. Puisque finalement, j'ai peut-être oublié de le préciser, mais donc ces scores par besoin, par objectif, par type d'indicateur, ce sont la moyenne des indicateurs qui se rapportent à ces besoins, à ces items. Et donc, le problème des moyennes, c'est que ça lisse. Et donc, finalement, quand on regarde la carte de France, bah, on a beaucoup de jaune et de orange. Ça ne représente pas forcément les principales vulnérabilités ou alors les atouts, les capacités de résilience des territoires. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille sur des nouveaux types de cartes qui vont être mis en ligne prochainement, où on va par exemple regarder le cumul des vulnérabilités des territoires. On peut identifier des territoires où voilà, il y a beaucoup de fragilité parce qu'il y a beaucoup d'indicateurs qui ont des scores de résilience relativement bas. Et en miroir, quels sont les territoires aussi qui ont des grandes qualités, des grandes capacités de résilience, parce que des très bons scores sur un certain nombre de, d'indicateurs. On peut faire la même chose sur les besoins, je passe assez vite, je voudrais juste vous montrer une autre type de carte sur lequel je suis en train de travailler. Donc là, ce sont des prototypes aujourd'hui euh, sur lequel je suis en train de travailler ces semaines-ci. Là, ça vous montre par exemple le niveau d'hétérogénéité dans les résultats, ce qui est intéressant pour voir si finalement, à l'échelle de tous les besoins, vous avez une relative homogénéité dans votre résilience, ou si il y a des besoins sur lesquels vous êtes très bon et des besoins sur lesquels vous êtes très mauvais. On peut ensuite croiser ça avec les scores moyens, et voilà, ça vous donne des grilles de lecture vraiment nouvelles de votre résilience territoriale. Et je voudrais justement terminer par ça, sur quels usages on peut faire du diagnostic 360. Il y en a un certain nombre qu'on a identifié notamment lors de la phase d'expérimentation de l'outil qu'on a menée l'année dernière avec le soutien de la Banque des Territoires sur 5 territoires français. Et puis qu'on continue de voir aujourd'hui au fur et à mesure que des nouvelles collectivités réalisent ce diagnostic. Euh, la première valeur ajoutée, le premier usage qui est très intéressant, c'est vraiment cette nouvelle grille de lecture holistique et transversale, macro, des enjeux du territoire, très intéressante notamment en début de mandat, parce que on trouve que les diagnostics liés aux documents de planification, type plan climat, projet alimentaire, ils sont toujours intéressants, mais ils ont un prisme d'entrée qui va être l'alimentation, la mobilité, l'énergie, et donc ils voient les enjeux du territoire à travers cette lunette-là. Alors c'est intéressant du coup de se donner une vision plus macro qui va mettre un peu tous les enjeux sur un pied d'égalité et qui va réunir les directions, les services pour se développer ce regard-là. C'est aussi très intéressant, du coup, de confronter ces résultats avec la résilience perçue par les élus, par les agents, par les parties prenantes. On peut faire cet exercice en interrogeant en amont, par exemple lors d'un diagnostic sensible, sur cette résilience perçue, et ensuite apporter cette grille de lecture. Ça fait naître du débat et c'est en fait l'objectif vraiment central de notre outil. On le voit comme un outil de médiation pour faire émerger le sujet, le mettre à l'agenda politique et finalement initier des débats, des réflexions stratégiques pour ancrer la résilience dans l'action publique locale. Donc ensuite, on peut l'écouler de différentes manières, hein. Ça peut être intégré dans un projet de mandat ou de territoire, ça peut être intégré dans une PPI, ça peut être intégré dans un PCAET, un PICS, un SCOT, etc., etc. Ça peut aussi être un outil pour faire un peu d'évaluation. Par exemple, on peut faire le diagnostic en début, en milieu, en fin de mandat, pour voir quelle est l'évolution de la résilience du territoire. Et puis, ça peut être un outil au service de la concertation, puisque vu que les résultats sont très parlants, bah en fait, ça peut être un outil qu'on mobilise lors de réunions publiques ou d'ateliers avec des parties prenantes. J'ai pas parlé pour l'instant mais on va en parler, je pense, après, ensuite avec Benoît, de la complémentarité et l'articulation avec le diagnostic sensible. Nous, on en identifie beaucoup. On peut faire l'un avant l'autre ou l'un après l'autre. Ça peut être des choses assez complémentaires. Je pense par exemple le cas d'une collectivité dans le Limousin qui a réalisé ce diagnostic 360 récemment et qui l'a fait en complément d'un diagnostic terrain pour un PLUI. Et en fait, le diagnostic 360 est venu compléter cette lecture plus sensible pour confirmer des hypothèses ou des enseignements ou identifier des angles morts dans l'analyse et de nouveau faire émerger du débat entre élus sur les enjeux clés pour le PLUI du territoire.
On peut aussi voir le DEX 360 en amont d'un diagnostic sensible. Par exemple, si on a envie d'orienter le diagnostic sensible de la fabrique des transitions plus sur un enjeu particulier, par exemple le besoin en eau, eh ben, on peut faire en amont le diagnostic 360, voir qu'il y a effectivement un enjeu clé autour du besoin en eau, et donc orienter le diagnostic sensible plus vers ce sujet-là. Voilà, genre, c'est juste des petites ouvertures vers l'échange qui suivra euh, pour vous montrer un peu l'articulation possible. Un dernier mot pour vous dire que donc le diagnostic il a été publié en février de cette année, après de nombreux mois de travaux au sein de l'équipe projet, donc qui me réunit moi-même, donc moi je suis consultant indépendant, et deux cabinets de conseil qui s'appellent Espelia et Phoenix Conseil. Et que nos objectifs pour 2026, c'est à la fois donc de faire connaître au plus grand nombre de collectivités et d'acteurs accompagnateurs de nos territoires l'outil pour qu'elles puissent s'en saisir dans le suite aux élections, et qu'on cherche par ailleurs des soutiens financiers pour pouvoir développer ces nouvelles cartes, le décliner à l'échelle communale et supra-intercommunale, etc. Donc on est aussi intéressé par le fait de créer des consortiums d'acteurs pour aller chercher ensemble des financements auprès d'acteurs publics ou privés. Voilà. Vous la parole, Irvina, Benoît, pour la suite du webinaire. Merci Et je beaucoup partage mon iPad. Frédéric, merci Benoît aussi, merci pour vos deux présentations. Je ne sais pas si tu voulais rebondir dès maintenant Benoît sur les complémentarités peut-être entre les deux approches. On peut aussi prendre des questions de clarification, quelques questions de clarification avant d'ouvrir les échanges plus largement. Oui, Euh, ouais, ouais, je pense que ce serait bien. ok, alors on passe aux questions de clarification. N'hésitez pas à prendre la parole en levant la main. Enfin à lever la main pour que je puisse vous donner la parole ou à mettre vos questions dans le chat. Et après, on élargira un petit peu les échanges autour de quelques questions qui nous intéressent d'aborder avec vous. Alors, est-ce qu'on avait déjà eu des réactions dans le chat? Bon, pas de questions de clarification apparemment, Question de clarification ou réaction? ou réaction Il y a une effectivement. question pour toi, Benoît, sur la durée moyenne de réalisation d'un diagnostic sensible. Oui, alors, on considère que là, on est plus, le diagnostic sensible, on n'est pas sur un outil flash, mais on est quand même sur une démarche qui se fait sur le temps court. Donc, on peut mener, à partir du moment où, j'allais dire, la phase de cadrage est faite, le diagnostic sensible peut être mené dans un délai de 1 à 2 mois. Là encore, tout dépend du nombre de personnes qui vont être vues en entretien, de la taille de la collectivité, de la nécessité de bien, j'allais dire, organiser les modalités de restitution. Voilà. Mais c'est un ordre de temps qu'on a observé sur la plupart des diagnostics qu'on a menés. Et l'objectif, c'est que ça ne dure pas non plus trop longtemps. Autre question dans le chat pour le Diag 360. Quel modèle économique est imaginé si l'acteur qui effectue le travail de Diag ne facture pas la commune et doit en plus payer pour utiliser la méthode? Donc là, si je comprends bien la question, on est dans le cas effectivement d'un accompagnateur de territoire. Euh, alors, quel modèle est économique? En fait, notre idée, c'est de dire que un cabinet de conseil, par exemple, ou un consultant qui va accompagner une collectivité dans un projet stratégique qui intègre un diagnostic, peut mobiliser l'outil. Et cette mobilisation va lui faire gagner beaucoup de temps dans son appropriation du contexte, des enjeux. Ça peut être du coup aussi un outil intéressant dans la phase de concertation et de co-construction, et que donc c'est assez facilement réintégrable dans son devis, dans son chiffrage, et que ces 500 euros ne pèsent pas grand-chose par rapport au temps gagné et à la valeur ajoutée de l'outil.
Je ne sais pas si ça répond à la question de Marc. Et si c'est une collectivité qui réalise le diagnostic, alors donc c'est pour elle c'est gratuit. Le rôle de l'association, ça va être d'aider à l'appropriation de l'outil, prise en main. Donc on est disponible aussi en support. Et puis ensuite, l'idée aussi est d'animer le réseau de collectivités et d'acteurs qui utilisent le diagnostic 60 pour faire naître un peu un réseau d'acteurs engagés dans cette transition systémique. Marc assure qu'il comprend mieux, donc apparemment tu as répondu à la question. Merci. On a aussi alors une question de Laura Gola. Dans le cadre d'un diagnostic sensible, quelles sont les préconisations pour avoir un panel d'entretien suffisamment exhaustif, pardon, et représentatif? Oui. Alors, je vais répondre à la question, mais c'est important de bien avoir en tête que le diagnostic sensible euh, on assume une certaine part de subjectivité dans la démarche, c'est-à-dire que justement, à la vocation, elle se présente pas comme étant exhaustive. Donc, ça, c'est vraiment important à avoir en tête parce que on laisse la place à la subjectivité, au ressenti, au vécu, et puis à toute la dimension, comme je l'ai dit, politique que tout ça va charrier. Donc, c'est important de l'avoir en tête. Alors, les recommandations, les préconisations pour avoir c'est-à-dire pour définir le panel des personnes qu'on va voir. D'une part, c'est de s'assurer donc les 4 catégories d'acteurs que j'ai citées tout à l'heure sont bien représentées de manière équilibrée. Et ensuite, on va regarder plus finement au sein de chacune des catégories d'acteurs. Par exemple, si on prend la catégorie des élus, on va évidemment être vigilant à ne pas forcément se limiter à écouter que les élus de la majorité. Par exemple, si on se trouve sur une collectivité où il y a une majorité en place, on va aussi écouter des personnes qui sont dans l'opposition, qui ont des vues différentes. En ce qui concerne les agents des collectivités, là aussi, on va tâcher d'une part de cibler en fonction peut-être des objectifs et des besoins qui auront été exprimés. Donc, on va peut-être aller plutôt dans certains services que dans d'autres. En tout cas, on va s'attacher à aussi écouter des personnes de différents niveaux hiérarchiques, pas uniquement le management. Et puis, en ce qui concerne les représentants de l'État, là, je passe assez vite dessus parce que généralement, il n'y a pas énormément de personnes possibles, quoique on peut aller travailler dans les différents services de l'État délocalisés. Mais là aussi, on va peut-être cibler plus ou moins en fonction des thématiques qui seront intéressantes pour le territoire. Et enfin, en ce qui concerne la catégorie des acteurs socio-économiques, qui est la catégorie la plus large, là aussi, c'est important à la fois bien évidemment prendre en compte le tissu socio-économique du territoire. Voilà, donc, sur certains territoires, il y a des filières qui sont plus représentées que d'autres et qui donc sont à considérer, bien évidemment en priorité. Et puis, ce qui est important aussi dans cette catégorie d'acteurs, c'est d'essayer d'identifier des acteurs des voix qu'on n'entend pas forcément toujours au niveau, voilà, qui s'expriment pas toujours ou pas toujours facilement. Et donc, qui serait intéressante aussi d'écouter, c'est parce que c'est aussi un des objectifs du diagnostic sensible, c'est aussi de donner la voix peut-être à ceux qui sont pas forcément qui parlent pas forcément le plus fort. Voilà un peu ce que je peux dire, les différents ingrédients. Et puis ensuite, c'est important d'avoir, comme je vous l'ai dit, ces allers-retours, ces échanges avec la collectivité. Voilà, pour que ensuite, évidemment, on s'accorde et on se dit, encore une fois, on ne recherche pas l'exhaustivité, mais en tout cas, on se dit qu'on a un panel qui correspond quand même à l'image qu'on peut se faire d'emblée du territoire et aussi par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Merci Benoît. On a une question de Mathias Roux.
Ces méthodes peuvent-elles accompagner des approches de diagnostic plus participatives? Donc ça s'adresse aux deux méthodes. Je peux commencer si tu veux, Benoît. Vas-y. Et je pourrais répondre dans la foulée à la question suivante. Oui, tout à fait, à 100% même. Vu comme je le disais, pour nous, le Diac 60, même s'il a une approche quantitative et chiffrée qui peut paraître froide, elle a pour objectif de mobiliser l'intelligence humaine et de faire naître des échanges entre les humains. Donc, on peut tout à fait l'utiliser de manière participative. Euh, Par exemple, sur le renseignement des indicateurs internes, il y en a un certain nombre sur lesquels on peut discuter en atelier et les compléter automatiquement. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est effectivement plutôt sur la restitution, l'appropriation des résultats et la mise en mouvement qui s'ensuit. Puisque finalement, ce n'est qu'un premier pas que ce diagnostic, c'est l'étrier pour se lancer dans la course vers la résilience. Et donc là, il y a énormément de choses à faire de manière participative, comme dans beaucoup de projets de transition systémique, que ce soit, enfin, quel que soit le cadre finalement. Et je- voilà pour la première question. Pour la deuxième, j'en profite sur la différence des résultats en fonction de la personne qui remplit les indicateurs et les données. J'ai pas beaucoup de retours là-dessus, mais ce que je voulais vous préciser, ce que m'évoque cette question, c'est d'avoir bien en tête que l'outil il est au service des collectivités. Donc certes, sur le diagnostic 180, pour inviter et faire découvrir le fonctionnement de l'outil, il y a une comparaison entre les territoires, mais c'est pas l'objectif prioritaire. L'objectif, c'est vraiment que la collectivité évalue ses vulnérabilités et ses atouts de résilience et donc les résultats, ils sont à la main de la collectivité, ils sont confidentiels, la collectivité en est propriétaire et elle ne les partage que si elle le souhaite. Donc il n'y a pas d'incitation à se surévaluer euh, pour avoir une bonne note, entre guillemets. Après, ça peut être intéressant effectivement de jouer sur les pondérations pour voir si ça change beaucoup le résultat, mais, euh, mais j'ai un doute. Par contre, ça peut aussi faire l'exercice d'un objectif participatif, de dire en amont de l'accès de la visualisation des résultats, on va définir ensemble quels sont nos enjeux forts, et du coup sur les différents indicateurs, et donc on va faire la pondération avant de renseigner les données. Ça peut être un exercice intéressant à faire en collectif. Benoît, est-ce que tu veux rebondir sur la dimension participative du diagnostic sensible éventuellement avant qu'on ouvre les échanges? Oui, oui, rapidement. Alors, en ce qui concerne le diagnostic sensible, c'est par essence une démarche participative, compte tenu de la façon dont il est, évidemment, il est structuré, de la façon dont il est mené. Donc, je pense qu'il faudrait regarder de plus près, mais parce que je vois que Mathias Roux a également évoqué une méthode de recherche participative plus haut dans le chat. Donc j'aurais tendance à répondre oui, et qu'il faut regarder évidemment plus en détail. La question, encore une fois, c'est de voir effectivement comment différentes méthodes s'enrichissent, s'articulent, encore une fois, en fonction des besoins, des intentions du territoire. Et ça, c'est un élément clé, et parce que c'est ce qui va définir en fait les modes d'articulation. On aura peut-être le temps d'en reparler après, mais je peux la citer rapidement. On a travaillé en partenariat avec le CEREMA dans le cadre du programme mené par le CEREMA sur l'adaptation au changement climatique. Et donc, il y avait une vingtaine de grandes collectivités territoriales qui étaient embarquées dans ce programme du CEREMA. Et on a testé l'hybridation de nos diagnostics, donc le diagnostic sensible porté par la Fabrique des Transitions et le diagnostic de vulnérabilité porté par le CEREMA. Et donc on s'aperçoit évidemment que en fonction de la façon dont ces diagnostics sont synchronisés l'un avant l'autre, en même temps, en fait, on ne produit pas les mêmes résultats et on ne vient pas forcément chercher les mêmes effets. Donc, pour répondre à la question, je pense que par essence, l'objectif du diagnostic sensible, c'est évidemment d'encourager la participation à tous les niveaux, c'est de développer la coopération. Et donc, je pense que ça peut tout à fait s'accompagner avec des approches peut-être plus orientées recherche, avec une forte dimension participative. Merci Benoît.
Sur les questions qu'on voulait mettre un petit peu au travail ce matin autour du coup de ces deux approches, il y avait un peu trois axes de réflexion que je peux relister sommairement. Vous pourrez compléter aussi, Benoît et Frédéric. C'était d'abord la question la manière dont ces approches peuvent répondre à vos enjeux locaux, la manière dont elles peuvent s'articuler pour répondre à ces enjeux et leur pertinence selon les différents contextes. Ça, c'est le premier axe de réflexion. Ensuite, on s'interrogeait sur les critères pour faciliter la mise en œuvre de ce type de diagnostic, pardon. Que ce soit en termes de formation, d'une part, pour outiller les personnes pour qu'elles puissent réaliser ce type de diagnostic, ou en termes de contextes territoriaux pour accueillir ce type de diagnostic. Et enfin, le troisième axe, c'est autour des démarches proactives à mettre en œuvre à l'attention des territoires qui sont potentiellement intéressés. Voilà. Voilà un petit peu les trois axes de réflexion. Pareil, vous pouvez lever la main pour prendre la parole directement ou réagir dans le chat. Et Benoît, Frédéric, si vous voulez compléter aussi sur les éléments qui vous sembleraient intéressants d'aborder pendant ce petit temps d'échange qui nous reste. Non, bah, je pense que tu as dit l'essentiel. L'idée, c'est aussi de vous écouter et de peut-être de voir si parmi vous, il y a des personnes qui ont déjà pu expérimenter un petit peu l'articulation de différentes méthodologies ou types de diagnostics dans des enjeux de transition, de transformation. Mais je vois que Lorenzo a levé la main, donc je lui laisse la parole. Lorenzo, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Je suis à Paris au 104 avec donc il y a du bruit autour. C'est organisé, enfin, un événement organisé par la Banque des Territoires. Peut-être que vous êtes au courant. Il y a peut-être des personnes de la Fabrique des Transitions qui s'y trouvent d'ailleurs. Il se trouve que avant-hier, j'étais en présence de Lucas lors de la restitution, dirais-je, de la réponse à l'appel à commun de l'ADEME, auquel a répondu le commun d'accompagnement et de transition. Et je voudrais avoir peut-être, si Lucas veut bien se prêter à ce jeu, on va dire, savoir comment il voit ce qui a été partagé à cet endroit, puisque l'un des livrables, c'est les modules d'accompagnement et puis tout ce qui tourne autour de l'accompagnement avec des cercles dialogiques, on va dire. Comment, effectivement, tout ça peut s'inscrire, puisqu'on parle de coopération, c'est ça qui nous intéresse à cet endroit en tant qu'allié de la Fabrique de Transition. Comment tout ça peut s'articuler, ou en tout cas, tout ça peut enrichir la question qui se pose lorsqu'on parle de diagnostic sensible, puisque effectivement, il n'est pas question d'imposer un regard, mais d'être vraiment à l'écoute. Et comme au cœur de la démarche du commun d'accompagnement de transition, c'est l'écoute sensible, c'est l'écoute générative, c'est le dialogue. Je ne sais pas si Lucas veut bien se prêter à ce jeu par rapport à ce qu'il a pu percevoir de cette journée. Voilà, merci. Euh, Merci beaucoup Lorenzo. Je suis pas encore en mesure de pouvoir répondre. Si tu le veux bien, je suis encore dans mes pensées. Mais c'est gentil. Merci pour la perche. Entendu. En tout cas, donc, je pense que là, il y a vraiment quelque chose à imaginer en termes de... enfin, il y a beaucoup de choses qui résonnent dans tout ce que j'ai entendu de la part de Benoît, en tout cas. À l'occasion, on pourra en reparler très volontiers. Si vous avez des questions à cet endroit, je suis à votre disposition, bien sûr, à l'instant. Merci. Merci Merci Lorenzo. Lorenzo, on aura l'occasion d'en reparler. Ouais. J'ai oublié de préciser, n'oubliez pas de vous présenter en début de prise de parole, voilà, pour tout le monde. Mickaël Poiroux, tu as levé la main. Oui, bonjour à tous. Mickaël Poirot, je suis accompagnateur de transformation sous l'appellation Vagues Horizons et à l'île de la Fabrique. Et comme Benoît m'avait relancé pour venir et que je viens en vitesse entre deux visios, j'en profite pour prendre la parole pour évoquer le fait que moi j'avais déjà suivi la présentation de Frédéric le webinaire dédié sur le diag sensible parce que justement je m'interrogeais pour voir comment on pouvait
s'en emparer. Et donc ma question s'adresse peut-être à Frédéric sur où finalement j'en ressortais en me disant peut-être mon positionnement c'est pas forcément moi de faire ce diag, mais plus d'être en complémentarité avec des acteurs qui font ce diag, et alors comme Frédéric ou d'autres, en apportant justement mon approche sur cette question de comment on accompagne la transformation de l'organisation, de l'écosystème, etc. En n'étant pas spécialiste forcément de chaque domaine traité par le diag. Mais du coup, comme Frédéric évoquait le fait que le diag était pour eux aussi un prétexte à générer le dialogue, je m'interrogeais dans quelle mesure voilà, je pouvais avoir une valeur ajoutée, ou si finalement les personnes qui ont déjà constitué ce diag sont déjà autonomes pour faire ça, ou s'il y a des intérêts à s'allier sur des missions. Voilà. Merci, Michael. Je suis pas sûr d'avoir bien compris ta question, mais ce que je peux dire, c'est que le diagnostic 360, il est disponible pour toutes les personnes qui sont des professionnels de l'accompagnement des territoires. Ils peuvent être mobilisés en autonomie ou avec le soutien de l'association sous une logique de tutorat. Que je doute que ce soit possible d'être expert de tous les besoins et de toutes les thématiques. Même si quand on travaille sur la transition écologique, on a un peu un vernis sur tous les sujets. Mais je pense pas qu'il faille être expert à la fois de la sécurité civile et de l'eau et de la biodiversité pour pouvoir réaliser le DEC 360. Euh, mais que c'est plutôt des compétences de facilitation qui vont permettre de bien le mobiliser. Je pense que nous, en tant qu'association, notre rôle, et c'est quelque chose qu'on doit renforcer, ça va être effectivement comment on peut accompagner les accompagnatrices et accompagnateurs par des guides, par de l'animation, pour qu'ils se sentent à l'aise dans l'usage du diac sur le terrain, et notamment dans la restitution et l'animation des résultats. Donc, Michael, si tu as envie de t'en saisir, j'ai juste envie de te dire, vas-y, et nous, on sera là en support pour t'aider dans tous les cas. Oui, bah justement, dans la continuité de ce que tu dis, Frédéric, je viens de lancer un petit sondage dans le chat sur les éventuels besoins en formation justement à ces deux approches. Et je vous ai mis aussi dans le chat le lien vers un fichier dans lequel vous pouvez laisser vos coordonnées si vous êtes intéressé par poursuivre cette réflexion autour de ces deux approches, être formé, réaliser un diagnostic dans votre territoire. Voilà, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées à cet endroit et on pourra donner des suites comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ou Benoît, peut-être tu veux compléter? Oui, bah en attendant, peut-être qu'il y a d'autres mains qui se lèvent par rapport au chat. Merci à Clémence Giret d'Utila Bretagne pour son témoignage. Il y a également une question de Flavien sur le diagnostic sensible. Comment est évaluée la maturité des piliers? Donc, je pense que vous faites référence aux quatre principes fondamentaux qui nous servent de grille de lecture. Alors, c'est difficile de répondre vite à cette question, mais évidemment, tout part du canevas de l'entretien. Et donc, le canevas de l'entretien, en fait, il est fait pour aller interroger les éléments au travers de trois dimensions que j'ai citées tout à l'heure, le cadre de pensée, le cadre d'organisation et le cadre d'action. Le cadre de pensée, c'est tout simplement des questions qui vont avoir trait à la façon dont chacun des acteurs qu'on rencontre va définir en fait ce que c'est que pour lui la transition, comment il vit cette chose-là sur le territoire, est-ce que ça veut dire quelque chose pour lui ou pas du tout, comment il le perçoit, etc. Donc là, on est vraiment sur du ressenti. Ensuite, on va s'attacher au cadre d'organisation et d'action. Et là, en fait, on va venir véritablement interroger les enjeux de relation entre acteurs, hein, puisque pour parler de coopération, c'est de voir comment, en fait, les acteurs dépassent ou pas la simple dimension de coordination et de collaboration. Parce que bien évidemment, sur un territoire, il y a de fait tout un tas d'acteurs différents qui travaillent ensemble au quotidien.
Sauf que la coopération, c'est pas ça. La coopération, c'est beaucoup plus. Donc, on va aller chercher dans des questions ouvertes, en fait, la façon dont on va pouvoir peut-être qualifier un peu mieux la nature des relations, par exemple, entre les techniciens et les élus, entre la collectivité et la sphère socio-économique. Et donc là, on va essayer d'identifier un petit peu quelles peuvent être les différentes façons d'appréhender la hiérarchie. Est-ce qu'on a une hiérarchie très descendante? Est-ce qu'on a quelque chose de collaboratif? Est-ce qu'on est plutôt dans un exercice du pouvoir qui est dans un mode un type de pouvoir d'exercer sur, ou au contraire, est-ce qu'on est dans un pouvoir plutôt de faire avec? Est-ce qu'il y a des espaces qui sont prévus, organisés pour traiter les désaccords, les conflits? Quelles sont les différentes façons d'embarquer les acteurs socio-professionnels, socio-économiques dans les décisions structurantes prises par la collectivité? Est-ce que finalement, à quel stade on en est? Là aussi, est-ce qu'on en est à un stade d'information, de concertation, de co-construction? Voilà, enfin voilà, c'est tout un tas de questionnements de ce type-là, d'essayer d'identifier la façon justement aussi dont sont prises les décisions, quels sont les différents espaces qui permettent la qualification, l'analyse, l'enrichissement, puis ensuite la décision en tant que telle. Voilà tout un tas d'outils en fait qui vont nous permettre de poser le thermomètre à différents endroits, si je puis dire, pour prendre la température de ces différentes dimensions. J'espère que ça répond à la question. Merci Benoît. On approche de la fin du webinaire. Ça passe toujours trop vite, mais j'imagine que vous avez hâte d'aller déjeuner. Peut-être du coup, juste pour conclure, alors j'ai lancé un dernier petit sondage dans le chat dernière minute sur votre volonté éventuelle d'accueillir ce type de diagnostic dans votre territoire. Et pendant que vous le remplissez, quelques infos pour aller plus loin. Vous pouvez retrouver un certain nombre de ressources sur le site de la Fabrique des Transitions, notamment le référentiel d'intervention dont a parlé Benoît tout à l'heure. On va vous mettre le lien dans le chat normalement. Vous pouvez également aller sur la plateforme du DIAG 360 de la résilience territoriale que vous a présenté Frédéric pour retrouver toutes les informations sur cette approche. Et de manière générale, donc on vous l'a dit en début de rencontre, si vous voulez voilà, devenir allié de la Fabrique des Transitions, participer de nos différents espaces, n'hésitez pas à signer gratuitement la charte d'alliance dont on va aussi vous remettre le lien dans le chat. Vous pouvez laisser vos coordonnées dans le fichier que je vous ai transmis tout à l'heure. Et vous pouvez également, si vous voulez approfondir la discussion, en savoir plus sur l'alliance, échanger autour de vos projets aussi et de vos enjeux, participer à la permanence mensuelle de la Fabrique des Transitions qui a lieu tous les premiers mardis du mois en visio. Vous retrouvez aussi les informations sur notre site. Et je profite aussi que vous êtes tous là pour vous signaler notre prochain rendez-vous, prochain webinaire qui sera notamment, avec notamment la participation de Mickaël Poirou qui m'a fait un grand ouais en visio. Donc du coup, et avec Frédéric Louveil sur outiller l'approche systémique. Donc ça aura lieu le 4 juin de 11h30 à 13h30 également en visio, un peu sur le même format que ce matin. Voilà, il me reste à vous remercier toutes et tous pour votre participation. Et voilà, et on vous tiendra informé des suites s'il y en a. À bientôt.